En 1920, à Moscou, un jeune homme assiste à l'une des dernières lectures publiques du poète Alexandre Blok qui mourra quelques mois plus tard à 40 ans. À la fin de la conférence, ce jeune homme d'à peine 20 ans, ému, timide, s'approche du poète et lui dit toute son admiration, lui avoue qu'il écrit des vers et finit par lui révéler qu'il s'appelle aussi Blok, mais avec un H terminal. Alexandre Blok rit gentiment et l'encourage à persévérer. Le jeune homme, en sortant, jure qu'il appellera son fils, s'il devait en avoir un, Alexandre. La victime de ce complot qu'on pourrait croire ourdi par la littérature elle-même naîtra le 31 mars 1923 à Moscou. Erreur grave et irréparable, nous dit l'auteur, qui aura le bon sens de quitter l'URSS un an plus tard avec ses parents. C'est la NEP, la nouvelle politique économique lancée par Lénine, qui leur permettra de sortir du pays. En effet, il fut un temps autorisé aux Russes de l'étranger d'acheter des visas de sortie pour leurs familles restées en Union soviétique. C'est ce que fit le grand-père du petit Alexandre Blok. Voilà donc la famille immigrant à Berlin. Voilà la famille arrivant en France. Voilà Alexandre grandissant dans une école où il a pour professeur Marcel Arlan, puis au Royaume-Uni où il commence à apprendre l'anglais, en plus du français et du russe. Commence alors la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle fuite. Un destin qui frôle le désastre à plusieurs reprises. Toute la famille d'Alexandre Blok est russe, bien entendu, mais aussi juive. Alors, quand Hitler déclenche l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, un an après l'armistice avec la France, et décide d'ouvrir le front de l'Est, tous les Russes résidant en France deviennent des cibles pour la Gestapo. La famille se cache, se divise. Un jour, surgit un étrange cousin, le cousin Margolin, qui entraîne Alexandre dans la résistance. Ce cousin que Lucien Rebattet a reconnu à Vichy, écrivant dans les décombres « En serre-fil, un jeune gaillard à lunettes, son insigne de chef en sautoir, commandait le 1-2. J'écarquillais les yeux. Aucune erreur possible. J'aurais reconnu entre mille la tête de ce guide des jeunesses françaises. C'était un juif de cinéma, juif gréco-ukrainien autant qu'il pouvait en juger lui-même par ses ascendances où s'enchevêtraient une demi-douzaine de tribus, l'hiver précédent caporal au 15-9 d'infanterie alpine, et jouissant dans cette unité d'une réputation bien assise de matamor. Il arborait une croix de guerre éblouissante. Ce cousin, qu'on appelait Youri dans la famille, sauve Alexandre d'une mort certaine en lui fournissant des papiers. Désormais, pour la résistance, alors qu'il n'a pas 20 ans, il s'appellera Jean Blot. Georges Margolin sera arrêté, déporté et mourra à Auschwitz, comme une partie de la famille d'Alexandre Blok. Jean Blot vivra, écrira un roman, Le Juif Margolin, à propos de ce cousin auquel il doit la vie. Tout ceci, il le raconte aussi à la radio de sa voix malicieuse et grave. Tout ceci, Caroline Béranger le raconte également dans l'essai biographique qu'elle a consacré en 2023 à l'auteur et qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cet épisode. Une biographie rêvée, dit-elle, car avec Jean Blot, tout est proche de la vie, mais tout est encore plus proche du souvenir, ce souvenir qui reconstruit sans cesse l'existence. Le poétique est un dressage mensonger qui est à la source de l'injustice, a écrit Jean Blot dans un essai consacré à Albert Cohen. Nul doute que ce poétique apprivoisé est aussi un baume pour l'exilé. Oublieuse postérité. Épisode 32. La littérature est un clair de lune. Je suis né un jour de grand soleil, écrit Jean Blot en ouverture de son premier roman, Le Soleil de Cavouri, paru chez Gallimard en 1956. Ceci est un mensonge, comme il le dit lui-même, Jean Blot étant né en mars, à Moscou. Ce mensonge est pour ainsi dire le leitmotiv de l'art poétique de l'auteur. Plus qu'un mensonge délibéré, cette affirmation est une fébrile reconstruction, un recours à l'oublieuse mémoire si chère à Jules Supervielle. C'est d'ailleurs toute l'âme russe qui est déjà perceptible dans cet effort de retour sur soi.
Nina Berberova, autre exilée russe des années 20, dans la biographie qu'elle a consacrée au poète Alexandre Blok, écrit à propos de cet effort qu'il est, je cite, « prophétique » et constitue l'essence la plus profonde et la plus pure de la poésie russe, que tous les poètes ont toujours cherché à se rappeler cet être de l'au-delà, mais encore à y toucher de nouveau. Seulement, cet être de l'au-delà n'existe pas. Il est un mythe des poètes, la Galéthée non pas d'ivoire, mais de brume, de la Neva ou de la Volga, un mirage qui peut trop prendre les formes de la vérité pour qu'on y renonce pourtant. Il est par la force des choses, plus encore un mythe pour Jean Blot, qui n'a connu l'Union soviétique que quelques mois et qui se montrera d'une implacable sévérité à l'égard de ce régime et de ceux qui le défendirent, notamment parmi les intellectuels, en France comme dans le monde. Cette tentation du souvenir, si elle a pu être innocente un jour, est peu à peu devenue un asservissement chez Jean Blot. C'est l'expression maudite de sa dualité. Homme naturalisé français à la fin de la guerre, et plus encore homme du monde entier, mais aussi et pour toujours homme de la Révolution et de la dictature. Car avant d'être un romancier qu'on imagine rivé à un bureau pétrifié, Jean Blot est un traducteur. Traducteur pour les Nations Unies. En quelques années, juste après la Seconde Guerre mondiale, il va de New York à la Grèce, de la Yougoslavie en Corée, du Japon à Santiago du Chili, mais pas en URSS. La dissonance entre cette liberté de mouvement et de mœurs et la glace soviétique est presque celle d'un dédoublement de personnalité. Il pourrait en être malade, mourir de froid tout en perfectionnant la matité de sa peau, lire Dostoïevski et rire aux larmes l'instant d'après au bar d'un palace new-yorkais. Cette existence de haut fonctionnaire des langues, qui ressemble fort à une fuite en avant, ou au moins, selon les modalités de la traduction simultanée que Jean Blot exècre, ou consécutive, qui flatte sa vanité, une sorte de plus que présent, d'hyper-présent, ne peut qu'exacerber ce besoin de comprendre le temps, le passé, la réalité secrète qu'il nomme dans son roman La Jeune Géante, la voie seconde qui conduit en droite ligne vers l'homme ancien et son monde, où la mort existait sans doute, mais où l'éviter était un devoir, la rechercher un crime. Ainsi, cherchant à se soustraire à cette mort programmée, et toutefois pas si pressé dans son cas, Jean Blot étant mort en 2019 à l'âge de 96 ans, il n'aura de cesse de raconter dans ses romans d'une large inspiration autobiographique des souvenirs, vrais comme faux, peu importe. Après tout, puisqu'ils sont de la même étoffe, c'est-à-dire de celle d'une intériorité qui cherche, je cite, dans la profondeur de l'expérience, dans le temps qui se retrouve, le frisson de la pérennité. Il donnera à certains de ses textes des ambitions mythologiques, comme dans Obscur ennemi, où un narrateur, des années après la disparition de Frédéric Lansky, voudrait renouer avec ce personnage qu'il a un temps considéré comme une légende. Légende puissante et trouble, charmeuse et guerrière, coupable d'abandon et se persécutant elle-même. Pour ce faire, le narrateur se souvient des moindres détails de leur relation, en Corée, où les deux hommes travaillent à construire le destin du pays au lendemain de la guerre du Pacifique. Alors je cite, qu'aussitôt que deux Coréens s'attablaient dans un café de la capitale, ils fondaient un mouvement politique et donnaient au garçon un gros pourboire pour qu'il acceptât d'en être la base militante. Le narrateur va aussi interroger tous ceux qui ont connu Lansky, maire, général des armées, petit ami. Il raconte ainsi des épisodes qui semblent vrais, qu'il a vécu, tout comme il raconte des épisodes qui lui sont rapportés et en invente peut-être d'autres. Ainsi ne saura-t-on jamais si ces quelques pages d'une violence inouïe, où Lansky devient l'égal de Kurtz, du cœur des ténèbres de Joseph Conrad, sont réelles, ou le plâtre sanglant de la statue qui s'effrite. Je cherche à comprendre ce narrateur.
Le destin de ce héros qui chercha coûte que coûte à passer le 38e parallèle pour retrouver l'image d'un père disparu. Son propre destin, qui modèle et anéantit aussi, d'une manière ou d'une autre, la figure du père, tout comme Sylvain Clément dans Le Soleil de Cavouri. Ou est-ce plus bassement l'histoire d'une possible trahison, d'une culpabilité et d'un éventuel pardon? Sur le site très complet dédié à Jean Blot, ses romans sont classés en sous-thèmes. Obscur Ennemi et Le Soleil de Cavouri sont intégrés au champ des romans existentialistes. Romantique dit plutôt Jean Blot dans un entretien. Tandis que d'autres sont parmi les cosmopolites ou encore les psychanalytiques. C'est d'ailleurs assez malicieux quand l'on sait la défiance, pour ne pas dire l'animosité, que Jean Blot vouait à Jean-Paul Sartre, qui n'est évidemment pas le seul existentialiste, et au, je cite, « stalino-sartrisme des intellectuels qui, à peine libérés, cherchaient en hâte la dictature de remplacement ». Toujours est-il que ce premier roman, Le Soleil des Cavouri, publié en 1956, doit tout ou presque à Albert Camus, qui est sans doute l'être humain que Jean Blot admira le plus. Ce dernier raconte volontiers l'anecdote de sa rencontre avec notre soleil, comme disait un autre de leurs amis, Louis Guillou. Excédé et désabusé après une énième entrevue avec Jean Paulhan, alors directeur de la NRF, tandis qu'il quitte les bureaux, Blot tombe sur Camus, qui le reconnaît, l'ayant déjà vu quelques années plus tôt à une conférence dans l'immédiate après-guerre, où ce dernier évoquait Simone Veil et les dangers de la vengeance par l'épuration. S'enquérant de sa mauvaise mine, Blot répond que Paulhan lui avait dit à l'instant qu'il ne pourrait rien publier sous son véritable nom, Alexandre Bloch, parce que ce serait purement et simplement, pour le lecteur, je cite, un abus de confiance. Camus trouve tout de suite les mots justes, lui rappelant qu'il avait un autre nom glorieux. Son nom dans la Résistance. Jean Blot. Voilà comment son nom de guerre devint son nom d'auteur. Sans préjuger que les batailles soient les mêmes, plaçant tout de même la littérature sous le ciel violent du combat. Le Soleil de Cavouri est certainement le meilleur roman que j'ai lu, lui écrit Camus. Que j'ai lu depuis 6 mois. Je me consolais en me disant que lecteur chez Gallimard, Camus lisait beaucoup, confie Blot. Je suis loin d'avoir encore tout lu de ce dernier, sa bibliographie toujours confondue, comportant une 40aine de livres, écrit sur plus de 6 décennies, de 1956 jusqu'à sa mort en 2019. Jean Blot écrivait d'ailleurs le 2e tome de ses mémoires quand elle survint. Infatigable. Mais Obscur Ennemi et Le Soleil de Cavouri sont les titres que je préfère pour l'heure. Dans son premier roman, Jean Blot raconte l'histoire de Sylvain Clément, soldat dans l'armée anglaise qui retrouve en France son père à la Libération, qui est aussi l'heure de son procès pour collaboration. Le père est acquitté par un tour de passe-passe consistant à s'humilier face au juge, aux témoins, face à son fils. Sylvain Clément comprend alors que son père est fondamentalement un débauché et un lâche, qui, s'il n'était pas déjà assez coupable du fait de sa collaboration économique, l'est à nouveau dans sa défense. Pourtant, ce dernier ne renonce pas à exercer sa domination sur son fils, à le traiter ainsi qu'un enfant, à devenir éloquent pour l'avilir. Dans la seconde partie du roman, la scène se déplace en Grèce, à Athènes. Là-bas, un potier de grand talent, nommé Kantakis, venant d'une petite île où tout le monde est sous son charme, tente sa chance. Mais il est déçu, rejeté, ne séduit personne. Rabaissé, lui qui était le soleil de sa femme et de ses 3 enfants, va bientôt tomber dans l'alcool, le vagabondage, le vol. Un jour, Sylvain Clément va apercevoir le petit Yenaki, le fils du potier. Il se voit dans l'enfant, voit son père dans le mendiant.
voit ce qu'il pourrait devenir par une sorte de mimétisme maudit. Il entreprend donc de sauver l'enfant, et incidemment tous ceux qui furent enfants, devenant d'une manière ou d'une autre, sous le soleil aveugle de la Grèce, une figure christique. Cependant, l'un et l'autre sont coupables d'avoir trahi leur père, car Yenaki aussi n'est plus innocent. Ainsi, celui qui tombe à genoux sous le poids des péchés du monde a aussi la face de Judas. Maurice Nadeau, qui sentit bien que, je cite, le thème freudien du roman n'épuisait pas l'inquiétude majeure du héros, qui perçut que ce roman était autant, je cite à nouveau, le fruit d'une obsession, en même temps que la délivrance de cette obsession, avait raison de croire que l'on n'avait pas assez parlé du roman de Jean Blot. Il y a dans ces 300 pages une sorte de tragédie dont la victime est l'enfant inconsolable, toujours vivant chez certains d'entre nous, dont les larmes, peu importe le soleil, ne sécheront jamais. Et vous aussi, ô mon père, vous auquel j'eusse voulu demander pourquoi et comment vous aviez changé pour le gris, l'argent et les demi-teintes ce magnifique capital d'or et de pourpre que je vous avais connu. Vous aussi, que malgré moi j'avais rejoint, vous n'étiez qu'un paysage changeant, fluide, exposé aux atteintes des saisons et des climats. Le soleil radieux de votre regard sous lequel jadis j'avais mûri, heureux et confiant, je le garde encore en moi. Je ne connais pas de moment plus beau que ceux où il remonte du fond de mon enfance pour éclairer un instant mes jours incolores d'adulte. Ce souvenir, je voudrais vous en parler, pour que nous l'ayons en commun, que nous le regrettions ensemble, puisque si bien c'est ensemble que nous l'avons perdu. Nous parlerons aussi du grec qui est mort après un crime atroce pour avoir voulu devenir ce Dieu que les pères, pour le malheur de leurs fils, ne sont pas. Ce sera peut-être le début d'une amitié sage et résignée, où nous nous pardonnerons nos fautes et nos faiblesses avec humour, où nous n'aurons l'un pour l'autre que bienveillance et compréhension. Cette incessante question de l'identité, de la multiple identité, est l'objet principal de la quête littéraire de Jean Blot. Pour la cerner, la comprendre, l'aimer ou la haïr, il a recours à la mémoire, au souvenir. C'est parce que la mémoire est la sœur de l'imagination que la littérature naît. Grande sœur qui fait les gros yeux ? Alors le tableau sera vrai, sera celui du réel et les sensations qui en découlent, les cicatrices hideuses qu'on cache, ou celles, héroïques, qu'on exhibe fièrement. Petite sœur à laquelle tout est passé ? Alors le tableau sera plus coloré que de raison, ou plus amer qu'en vérité. L'histoire véritable détruite, déblayée et reconstruite, permettant une lecture en parallèle plutôt qu'au plus près des événements, à la recherche d'une fausse vérité, d'un grossissement factice, qui pourtant jette toute la lumière sur la part cachée, enfouie et parfois reniée de l'existence. De ma vie, il ne reste que décombres. Des fantômes crient et se lamentent dans de longs couloirs qui débouchent sur la nuit. Ceci est l'ouverture de son roman Les Illusions nocturnes. Cette propension aux ténèbres pourrait apparaître comme contradictoire chez un homme qui, vécu par sa profession, dans la lumière la plus forte du monde, sur tous les continents, au plus près des décisions capitales, de la diplomatie, chez un homme qui fut secrétaire international du Pen Club, une association d'écrivains du monde entier, et rencontra des centaines d'écrivains. Elle n'est finalement que le reflux naturel des eaux. Le calme qui revient après une journée merveilleuse est nécessairement triste. L'empreinte d'un pas si léger qui disparaît dans le sable est nécessairement une mort intérieure. J'aime chez Jean Blot l'homme international qui demeura l'enfant exilé. J'aime chez Jean Blot son amour déraisonnable pour la langue française, la seule dans laquelle il put écrire, alors même qu'il parlait parfaitement l'anglais, le russe et très bien d'autres langues. J'aime la rémanence tragique que son pays de naissance lui a laissée, alors même qu'il l'a quitté à 1 an.
J'aime ce véritable sourire devenu grec au fil des années sur son île de Skyros et la petite main apeurée de l'enfant qui cherche ses origines en secret. Comment peut-on être juif russe ? Demande-t-il dès la première phrase des Cosmopolites. Parfois, l'auteur se perd dans ses recherches, comme dans La Jeune Géante, qui est un roman à forte résonance psychanalytique et dans lequel se superposent des événements et des symboles qui reviennent inlassablement à coups de plumes giratoires, comme dans Les Illusions nocturnes, où les vivants sont dépecés pour qu'on leur greffe le visage des disparus, cherchant encore une fois, dans le passé, l'explication de cet ordre des choses qui échappe à l'homme. Certes, l'œuvre n'est pas égale, et il lui a manqué, sans doute, un chef-d'œuvre pour éclater. Mais elle devrait malgré cela continuer de briller, parfois comme un soleil, parfois plus intimement, comme une lune, puisque c'est sa contemplation à Gérardmer, en 1929, en compagnie de son père et de son oncle, alors que Jamblot a 6 ans, qui a déclenché sa vocation. La littérature, répète Jamblot, c'est d'écrire la beauté du clair de lune. Il n'était pas dupe pour autant, écrivant dans son portrait d'Albert Camus « Quand on a atteint mon âge, on a déjà vu flétrir tant de noms que l'on croyait éternels, périr tant de verbes que l'on croyait destinés à parler de nous, loin dans le temps. L'oubli a recouvert tant et tant qui étaient sûrs de survivre, sûrs que les livres qu'ils laissaient derrière eux aux vitrines des libraires, dans le secret des bibliothèques, les protégeraient de la mort. » Bien sûr, le souvenir de Jamblot est encore vivace chez certains amis qui l'ont côtoyé et qui entretiennent chaleureusement sa mémoire. Mais il devrait toucher plus de lecteurs. Il y a les romans que j'ai évoqués, il y a aussi Les Enfants de New York, dans lequel Serge Dobrovsky a dit qu'il y avait une tendresse humaine, une délicatesse de sentiments auxquels nous ne sommes plus habitués en ce temps du mépris. Il y a sa trilogie entamée avec les Cosmopolites, qui repose, je cite, sur l'acceptation de soi. Mais ce n'est pas tout. Jamblot a écrit des récits de voyage, sur la Grèce notamment, a écrit sur les paysages comme un peintre. Il reste encore ses essais et biographies, notamment à propos de Marguerite Yourcenar, Albert Cohen, et surtout des Russes qu'il aida à faire rayonner en France, Ivan Gontcharov, Alexandre Blok, Ossip Mandelstam, Vladimir Nabokov. Et il reste enfin tous ses articles à propos de ses confrères, Manes Perber, Anna Akhmatova, Yves Bonnefoy et j'en passe. Et bien sûr, à la toute fin, la série de portraits de quelques amis écrivains qu'il a donnés et dont je me suis modestement inspiré pour conclure, de concert avec Jamblot. Je fus guidé par l'envie de les revoir, le respect, l'amitié, d'en brosser un portrait où l'on pourrait les retrouver tels qu'ils furent dans ma vie, tels qu'ils sont dans leur œuvre. J'aurais voulu les faire revivre. Il y faut plus grand et puissant que moi. De temps à autre, ici ou là, on les apercevra. On reconnaîtra partout le respect qu'ils m'inspirèrent et ma gratitude pour avoir prêté un sens à ma vie.